Merci, Madame la Présidente. Il me reste donc 10 minutes, si j'ai bien compté, pour vous parler de la fiscalité locale. Autant vous dire que c'est une mission impossible. Je pense qu'on n'aurait pas été trop de 3, voire de 4 pour en parler, avec une intervention sur la fiscalité départementale, même si on a déjà eu des débats hier avec le président du conseil départemental de la Gironde, un intervenant sur la fiscalité régionale, un autre sur la fiscalité communale, puis un autre sur la fiscalité intercommunale. En premier lieu, je vais prendre quelques secondes pour remercier Alain pour cette formidable université d'été, ce beau colloque à l'université de Bordeaux. Vraiment bravo, cher Alain, pour cette organisation impeccable et c'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver ici. Alors, il y a quelques années, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, Michel Bouvier nous indiquait que l'impôt occupe une place importante dans les mutations qui sont à l'œuvre dans la France contemporaine. Hier, nous avons pu voir ces formidables évolutions au milieu des coquelicots pendant 45 minutes. Et c'est vrai qu'il nous indiquait que la réorganisation de l'administration locale, la réorganisation de l'administration nationale, l'exigence d'équilibre des finances publiques était autant d'éléments qui expliquaient ces mutations. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé hier, finalement, de l'avenir des contrats de Cahors, depuis cette communication de la Cour des comptes au Premier ministre en juin 2021, qui a proposé de lever sa suspension et d'en élargir le principe. Forcément, le débat est relancé et les débats en loi de finances 2023 vont être particulièrement intéressants. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, puisque je dois vous parler de mutation dans une partie qui porte sur les transformations en cours. Alors, si toute mutation est une transformation, toute transformation n'est pas une mutation. Et c'est vrai qu'ici, on va entendre mutation au sens changement radical, changement profond, tout en essayant d'évoquer aussi peut-être les transformations en cours qui découlent aussi de ces mutations. En matière musicale, la mutation, c'est une transformation dans la constitution mélodique de la réponse. Alors c'est vrai que la chansonnette est invariablement la même. Je pense qu'en France, qui est en mesure d'y comprendre quelque chose en matière de fiscalité locale, bon, ben on a ceux de la DGCL, qui effectivement, et de la DGFiP, qui nous chantent que à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, les ressources fiscales ont été redistribuées, spécialisées en fonction de la nature des collectivités, qu'on a une spécialisation, qu'on aurait une spécialisation. Et puis on a les collectivités territoriales. Grâce à Étienne, hier, il nous a fait chanter le président départemental de la Gironde, qui effectivement nous indique que chaque année, ils n'ont pas les moyens financiers suffisants pour remplir leur mission et qui réclament des ressources fiscales suffisantes. D'ailleurs, c'était très intéressant hier de voir le président départemental de la Gironde qui nous expliquait qu'il était pointé du doigt comme étant un département riche, mais que effectivement, avec de nouveaux habitants chaque année, il y avait un risque d'appauvrissement. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent cette chanson. Les mutations de la fiscalité locale française, évidence ou incertitude. Alors, inutile de refaire ici un long rappel historique, non pas sur les 40 dernières années, cher Alain, mais sur les 42 dernières années, parce qu'en matière fiscale, effectivement, la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale a constitué, je crois, une étape importante qui ont permis aux collectivités territoriales de voter les taux des 4 taxes directes locales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Société française de finances publiques avait organisé un séminaire à Perpignan, cher Jean-François, sur la fiscalité locale et dont les actes sont parus au BJCL. Et on avait longuement débattu au cours de cette matinée sur la réforme, les évolutions, les mutations, les transformations de la fiscalité locale. Je ne reviendrai pas sur ces points. C'est vrai que dès 1978, on avait déjà une esquisse, finalement, prélude des lois de fer, inspirée du rapport Guichard et du rapport Aubert. C'était l'autre projet de loi qui avait été défendu devant le Sénat le 22 avril 1980, et puis les échéances électorales de 1981 avaient effectivement redistribué les cartes. Depuis cette date, ce sont 31 législations fiscales différentes
qui ont été opérés. Je m'étais efforcé de faire un tableau dans mon ouvrage de droit fiscal pour recenser ces différentes évolutions qui ont touché la fiscalité locale, portée par 23 ministres du budget successif. Donc, autant dire que la fiscalité est un sujet instable. Mais autant de législations qui ont au final garrotté progressivement l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Certains auteurs, comme Vincent Dussart, ici présent, ont même parlé de renationalisation de la fiscalité locale, l'impôt local devenant, selon lui, une variable d'ajustement de la politique financière de l'État. Hier, Xavier Cabane nous disait magistralement que finalement, les collectivités étaient en train de devenir des opérateurs de l'État. Alors, je ne peux m'empêcher de prononcer cette phrase de Léon Duguit dans cet amphithéâtre, bien évidemment, dans son ouvrage il y a 100 ans sur les transformations du droit public, où il nous disait « il n'y a pas seulement les lois locales, il y a aussi des lois propres à certains services publics qui sont décentralisés en tant que services. Cette décentralisation par service est un des phénomènes juridiques les plus intéressants de notre époque et il semblerait effectivement que cette renationalisation de la fiscalité locale ait emporté finalement les collectivités dans cette perte d'autonomie fiscale. 3 facteurs, selon le Sénat, ont joué dans le sens de la centralisation fiscale, un penchant prononcé en France pour l'égalité, avec parfois un glissement insensible vers l'égalitarisme ou l'uniformité fiscale. L'inclinaison, second facteur, vers la sécurité juridique, où on fait souvent appel à l'État en dernier ressort, le contribuable en appelant toujours à son autorité supérieure. Et puis, il y a aussi très certainement l'influence du juge, hein, qui constituerait, selon le Sénat, un troisième élément. Le Conseil constitutionnel a joué, on le sait, un rôle effectivement majeur dans cette évolution. Alors, je me suis efforcé de reprendre des constats chiffrés, que ce soit ceux de l'administration fiscale, de l'INSEE, les différents rapports sur les rapport Richard, l'avis du CESE de 2018, les travaux de la Cour des comptes sur les finances locales, pour finalement se concentrer sur les mutations certaines. Je me suis permis, vu le peu de temps qui me reste, puisqu'il ne me reste plus que 4 minutes, d'évacuer les mutations incertaines. Alors, parmi ces mutations incertaines, on aurait l'évolution des valeurs locatives cadastrales. On a l'article magistral de Xavier Cabane à la RFDA en 2021 pour nous éclairer sur ce point. Et je suis désolé, mais je ne reviendrai pas sur le planchonnement, sur l'article 34 de la loi de finances rectificative de 2010 et la RVLLP, ni sur l'article 146 de la loi de finances de 2020 sur la RVLLH. Je suis vraiment désolé. Il y a, parmi les mutations incertaines, la transformation de la fiscalité locale en Corse. Là aussi, vaste sujet, depuis le rapport Mastor et le rapport de l'inspection générale des finances de 2018, qui a été vu comme une provocation, en tout cas en Corse, non pas à Paris. Et parmi les autres mutations incertaines, on a les mutations du contribuable local lui-même. Effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est vrai que n'est-il pas paradoxal d'un point de vue budgétaire de cesser de frapper fiscalement le locataire alors que le nombre de propriétaires ne progresse plus depuis 2010? J'avoue que ça interroge. Les mutations de la fiscalité également liées aux réclamations contentieuses. Quand on regarde le nombre de réclamations contentieuses, on pourrait peut-être identifier là un baromètre précieux dans les mains de l'administration fiscale, parce que dès lors que ce nombre de réclamations contentieuses s'accroît et que le nombre de demandes de remise gracieuse s'accroît aussi, je crois que la taxe d'habitation était un symbole en matière de contestation par le contribuable de l'impôt. David Itier l'a magistralement démontré dans sa thèse. Finalement, pourquoi réformer quand on peut supprimer? C'est forcément plus simple. Alors,
une fois qu'on a mis de côté les mutations incertaines, que nous reste-t-il à traiter, chère présidente, en 2 minutes? Alors, il nous reste les mutations incontestables qui s'appuient sur un constat très simple. Les dépenses publiques locales augmentent et le même phénomène affecte les impôts locaux. En 1970, le montant des dépenses des administrations publiques locales était 2 fois supérieur au montant de la fiscalité perçue à leur profit. Ce rapport s'établissait à 1,8 en 1982, 1,6 en 1998, 1,6 en 2020. Le taux des prélèvements obligatoires des administrations publiques locales, 3,4% en 1970, 4,8% en 1982, 5,8% en 1998, 6,7% en 2020. La part dans le PIB de la fiscalité locale en 1966, 9,6%. 11,2% en 82, 12,9% en 98, 14,9% en 2020. La part des recettes fiscales dans leur budget s'accroît de manière continue également depuis 1980. 45,3% en 1982, 53% en 1998, 57,5% en 2020. Il est clair qu'il n'y a pas de volonté d'alléger la pression fiscale sur les contribuables. Alors, de ce constat, il en découle, selon moi, 2 mutations certaines. Un nouveau partage financier des ressources fiscales locales, premier élément de certitude. Deuxième élément de certitude, une part de plus en plus controversée de la fiscalité partagée dans la part des ressources propres des collectivités territoriales. Et c'est bien évidemment tout l'enjeu du problème. Je lisais encore les Échos de ce matin où le ministre nous annonce effectivement la poursuite de ce processus avec la suppression de la CVAE en loi de finances 2023. Alors, je me permets de prendre quelques minutes peut-être supplémentaires, Madame la Présidente. Premier point, tout d'abord, un nouveau partage financier des ressources fiscales locales. Xavier Cabannes l'a démontré dans la JDA au début de l'année sur son article sur les 4 vieilles. Avant les années 2000, les 4 vieilles représentaient 74,2% des recettes fiscales perçues par les collectivités. En 2020, et toujours au même sens où il l'entend, elles ne représentent plus que 57,2% des recettes fiscales locales. Nous en connaissons bien évidemment les principales causes, la réforme de la taxe professionnelle en loi de finances 2010, la réforme de la taxe d'habitation. Alors, c'est vrai qu'on est encore dans l'attente des dernières données statistiques de la DGCL qui doivent nous être communiquées en juin 2021, mais il me semble que de cette mutation, 2 transformations en cours, puisque c'est l'objet de la matinée, semblent en jeu. Tout d'abord, au titre de la suppression de la taxe d'habitation, je me permettrai de revenir sur les difficultés liées à Coco. On en a beaucoup parlé de Coco, mais c'est vrai que suite à la décision du Conseil constitutionnel de mars 2022, ce coefficient correcteur a effectivement fait couler beaucoup d'encre. Et non pas Madame Gourault, parce qu'elle était déjà au Conseil constitutionnel, mais son successeur nous avait annoncé en loi de finances 2023, effectivement, des retouches tout à fait nécessaires. Et puis, deuxième transformation en cours, les effets négatifs de la baisse des impôts de production, parce qu'encore dans les Échos de ce matin, on nous parle de la baisse des impôts de production, mais en réalité, c'est de la baisse de la fiscalité locale dont il s'agit, parce que la C3S, personne n'en parle. Or, le Conseil d'analyse économique nous a bien dit que la C3S serait susceptible de produire un choc d'offres. Donc, il me semble que c'est davantage une baisse de la fiscalité locale qui est finalement qui est envisagée dans la continuité de ce que nous avons eu en LFI 2020-2021. On a eu une pause électorale avec la LFI 2022, mais effectivement, on a une reprise de ce même chemin en LFI 2023 qui est annoncée. Sur Coco, peut-être quelques mots quand même, parce que
Bon, on a un nouveau schéma de financement, c'est l'article 16 de la LFI 2020, la compensation à l'euro près pour chaque commune. Et s'il n'y avait pas eu, en tout cas c'est l'argumentaire du gouvernement, s'il n'y avait pas eu de mécanisme de correction, il y aurait eu un risque de surcompensation de certaines communes qui auraient récupéré effectivement davantage de taxes foncières sur les propriétés bâties départementales qu'elles n'ont perdu en réalité de taxes d'habitation, et ça aurait pu entraîner une sous-compensation d'autres communes qui auraient récupéré moins de TFPB départementales qu'elles n'ont perdu de taxes d'habitation. C'est pour ça qu'il y avait eu ce coefficient correcteur calculé pour chaque commune afin de rééquilibrer finalement le système. La Cour des comptes avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la mise en place de ce coefficient correcteur et qui considérait qu'il y avait un risque de redistribution d'environ 10% du produit de la TFPB qui provient de communes rurales au profit de grandes agglomérations. Si on relit son rapport dans le deuxième fascicule de novembre 2021, finalement, assez vite, la question a été posée au Conseil d'État qui a décidé effectivement de la transmettre au Conseil constitutionnel, puisque certaines contributions, comme par exemple la taxe GEMAPI sur les risques d'inondation, la taxe spéciale d'équipement, qui sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés par le Conseil communautaire ou le Conseil municipal, il y avait là effectivement un risque que le Conseil d'État avait pointé du doigt et qui a eu pour finalement corollaire un risque d'augmentation de la pression fiscale sur les contribuables et sur lesquels le Conseil constitutionnel, bien évidemment, s'est engouffré pour censurer le dispositif, même s'il y avait eu déjà un ajustement en loi de finances 2022, et qui a, dans sa décision donc 982 QPC du 17 mars 2022, censuré ce dispositif. D'ailleurs, je me permets de préciser qu'au cours de cette séance du 17 mars 2022, vous est rendu, Madame dont effectivement la nomination au Conseil constitutionnel a été saluée dans le sens d'une juridictionnalisation accrue du Conseil constitutionnel, a effectivement habilement siégé finalement s'agissant de en ce qui concernait finalement la désignation des délégués pour l'élection présidentielle, qui a siégé sur une décision le même jour qui ne portait pas sur les questions, mais par contre sur cette décision commune de la Trinité qui, bien évidemment, pas siégé parce qu'il y avait un fond d'embarras. Et donc, c'est bien son successeur, Joël Giraud, qui, le 5 mars 2022, nous annonce qu'en loi de finances 2023, il y aura une retouche de coco. Donc, nous attendons cette transformation en cours. Deuxième transformation en cours, la réduction des impôts de production, puisque c'est annoncé dans la loi de finances 2023, c'est vrai que les principaux impôts de production sont réduits, mais uniquement locaux. Et c'est vrai que dans l'argumentation du gouvernement, l'idée c'était effectivement de procéder à cette baisse pour les entreprises industrielles. Et on a un certain nombre de travaux qui ont en réalité démontré que l'ensemble des entreprises profitent et que ça ne profite pas seulement aux entreprises industrielles. Il y avait notamment, parmi les députés qui avaient été actifs sur ce point, des députés de la Commission des finances, Madame Pires Beaune, qui a notamment effectivement beaucoup critiqué cette réforme, laissant entendre qu'il y avait là effectivement une forme de malentendu, parce que cela ne profite pas, et ça profite d'ailleurs davantage aux entreprises situées en Île-de-France qu'à l'ensemble des entreprises industrielles. Ne faut-il pas revenir sur ce point? Dernier point, et j'en terminerai par là, la part controversée de la fiscalité partagée, qui me semble être un autre débat dont on parle depuis longtemps. Quelques chiffres.
la TVA ne représente en 2022 plus que 33% des recettes fiscales de l'État contre 52% en 2017. Je ne reviens pas aux années 90, aux années 80, ça représentait près de 90% des recettes de l'État. Il me semble que l'annonce du ministre que nous avons eue dans les Échos me fait penser à un vieux débat en 2007 dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle et législative sur la TVA sociale, qui avait conduit à ce que la chambre bleu horizon finalement devienne un peu bleuette. Je crains que le débat lancé hier sur la TVA locale puisse peut-être produire le même effet. Bien heureux celui qui saurait à ce jour déterminer si nous aurons bien cette disposition en loi de finances 2023. Alors, Alain, tu nous disais dans la revue du droit fiscal en 2019 que la fiscalité locale, l'autonomie financière, la décentralisation, c'était en réalité des malentendus. J'espère t'avoir démontré qu'au-delà des malentendus, il y a des mutations certaines et incertaines qui annoncent des transformations en cours. Et je te remercie de nouveau de m'avoir permis de le faire. Merci à toi. Merci, cher Aurélien, pour cet exposé limpide de ces grandes trajectoires et qui augure effectivement d'importants débats et de soubresauts liés au contexte politique. Et nous verrons si cette réforme sera menée comme la précédente, c'est-à-dire un pavé lancé et on voit ce qu'il advient derrière sur les recompositions des paniers financiers territoriaux.